on a cofondé avec Olga il y a 2 ans et demi. On entre dans notre troisième année en octobre cette année, avec deux missions principales. La première mission est vraiment de l'ordre éthique, on va dire, du fait que 50% de l'humanité euh, font face encore à de la discrimination au travail du fait de la spécificité de leur santé. Donc, c'est pour ça ce sujet de la santé des femmes, on le porte de manière assez forte dans le monde du travail. Et d'autre part, on a une mission de performance aussi et une mission économique du fait que toute la littérature économique depuis les années 60 nous le disent et nous le rappellent. Quand on prend soin de la santé des collaborateurs et des collaboratrices, quand on prend soin de la santé des femmes et qu'on investit, eh ben, d'une part, on prend soin de toute notre société et on prend également soin de notre performance économique quand on est une entreprise. Donc, nous, on accompagne les entreprises à travers deux volets. Un premier volet qui est la sensibilisation à travers des événements qu'on organise pour des entreprises, de la formation qu'on fait aux managers. Et on a un deuxième volet qui est le volet accompagnement à travers notre portail en ligne qui permet justement de soutenir et d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices qui vont traverser des moments de vie vulnérables, notamment sur des sujets de fertilité et de parcours PMA. Et aujourd'hui, le sujet de la fertilité masculine et ce sujet de la PMA et du rôle des hommes est un sujet qui nous tient vraiment à cœur parce que en réfléchissant à cette semaine de la QVT, de la qualité de vie au travail, moi, je me suis dit, on ne peut pas le mettre de côté. C'est un sujet qui est important. Pour avoir beaucoup de DRH qui me demandent encore aujourd'hui si c'est vraiment un sujet, si ça touche vraiment les hommes, s'ils sont vraiment concernés, je me suis dit, là, il faut mettre les pieds dans le plat et j'ai pensé à vous pour justement nous aider à amplifier cette sensibilisation. Donc, avant de commencer, j'ai envie de vous demander de vous introduire, voilà, de nous dire qui vous êtes et pourquoi aussi ce sujet vous touche personnellement. Je donne Bon, la je vous parole. laisse démarrer ou Oui, Vas-y. mais je donne la parole à Florian. Voilà. donc je démarre. Alors ok. Donc Florian Thébault. Alors moi je suis entrepreneur. J'ai lancé une marque de cosmétiques en fait qui s'appelle Yumi Provence. À titre personnel, j'ai trois enfants qui sont au Danemark, donc ils sont déjà grands, hein, qui ont 23 et 20 ans, donc j'ai des jumeaux. Voilà, et nous sommes avec ma compagne en France. Nous sommes en cours sur un parcours de PMA. Et c'est dans ce cadre-là que je vais plus intervenir. Merci. Mhm. Je Laure? précise que j'ai 54 ans. Voilà. Oui, merci. Alors moi, je suis Laure Cambourieux, je suis psychologue et spécialisée en fertilité et infertilité. Donc, je travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'accompagne les couples dans leur parcours, à la fois à partir de mon expérience personnelle qui fait que, au-delà du rôle classique de psychologue, il y a des choses que je peux apporter pour éviter des pertes de temps et des difficultés. Et après, l'accompagnement se fait sur rendre ce parcours, donc Florian nous rappelait qu'il pouvait être très long, le rendre le moins difficile possible afin de préserver la qualité de vie du couple et qu'ils puissent accueillir leur enfant dans les meilleures conditions, la grossesse et l'enfant, sans être complètement épuisés et rincés par ces parcours-là. Donc voilà, là c'est tout. Là. Après, j'ai envie de dire à la fois un accompagnement psychologique et psychothérapeutique classique, mais avec toutes les spécificités liées au parcours de PMA. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une première question pour Florian. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment est-ce que tu as vécu ce parcours PMA? Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale et des impacts, en tout cas, de ces chemins de vie vulnérables sur notre bien-être de manière générale. Et de ton expérience personnelle, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur ce parcours? Alors déjà, bon, moi je suis entrepreneur, donc ça veut dire que je suis plutôt disponible. En tout cas, j'organise ma vie comme je le veux. Donc, j'ai pas forcément
la difficulté, on va dire, de me rendre disponible. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai été présent à 100% des rendez-vous qu'on a pu faire. Et je suis pleinement dans le parcours. Donc ça, c'est le premier point. Parce que je pense que la principale difficulté qu'on peut avoir, c'est finalement par rapport à l'entreprise, c'est le sujet en fait, et la disponibilité. Voilà. Donc, alors ce parcours, donc je disais, ça fait 8 ans qu'on essaye d'avoir un enfant. Alors, j'ai plutôt des bonnes nouvelles à la fin, puisque, enfin, en tout cas, j'espère, on croise les doigts. Ce matin, on a fait donc l'examen de la 11e semaine et le fœtus se porte plutôt bien. Visiblement, il grandit bien, le cœur bat, etc. Donc voilà, c'est un aboutissement, j'espère. Mais voilà, ça fait donc 8 ans, 4 ans de PMA, hein. On a attendu au moins 4 ans pour se dire que peut-être qu'on avait effectivement une difficulté à avoir un enfant, on va dire, normalement. Euh, alors, la difficulté aussi, ou en tout cas, la façon dont moi je le vis et ma compagne, en fait, ça nous consolide. Moi, je crois que finalement, hein, quand on est un couple solide, ou en tout cas qu'on s'aime, bah, finalement, les difficultés de la vie peuvent consolider. Et là, en l'occurrence, par exemple, le confinement, ça peut être un. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé. Bon, bah, nous, ça nous a plutôt conforté. On a passé plutôt ça de façon un peu transparente. La PMA, c'est un peu ça aussi. La PMA est globalement la volonté d'avoir un enfant. Donc voilà. Donc après la difficulté, bah, c'est effectivement de rencontrer comment dire des échecs, on va dire particulièrement douloureux pendant ce parcours PMA. Donc il y a eu différents transferts. D'abord, on l'a fait en France, hein, puisque par la suite, on est allé en Italie pour les raisons que je vais expliquer. Mais dans un premier temps, donc, on était en France. Ça a duré 3 ans. On a eu 10 embryons. Je résume, hein, on a eu 10 embryons. Il y a eu 7 transferts. Donc ça veut dire que parfois, on mettait 2 embryons. On a vécu pas mal d'interruptions de grossesse, euh, des, des embryons qui n'ont pas accroché. Et le pire, c'était l'année dernière, puisque au bout de 5 mois, on a dû faire une interruption provoquée du fait de la malformation physique, les difficultés. Bon, c'était une catastrophe en fait, et donc il y a eu un accouchement, hein. Donc ça, je pense, voilà, pour répondre à ta question, Fatou, le moment le plus compliqué, le plus difficile, et pour nous deux, clairement, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve à aller à l'hôpital au bout de 5 mois pour accoucher d'un fœtus, hein. À 5 mois, c'est encore un fœtus mort. Voilà, donc avec tout ce que ça peut impliquer de difficultés physiques et mentales. Et voilà, donc nous, on s'était préparé à ça. L'hôpital dans lequel on l'a fait, en fait, bah, était tout à fait accompagnante et vraiment bien structurée, puisqu'on a eu la possibilité de traiter ce sujet-là et un petit peu se mettre au diapason avec Sylvie, avec une psychologue. Parce qu'en fait, on pensait, avant que ça se passe, on pensait, enfin, on en avait parlé à deux. Bon, on avait pesé un peu les tenants, les aboutissants, et on s'était dit, bon, on devrait pouvoir, c'est difficile, c'est compliqué, il faut prendre une décision importante. Comment la nature nous contraint à ça. Bon, bah, on va le faire et on va l'assumer. Et en fait, bah, quand on est dedans et quand on passe cette étape-là et qu'on voit bah, finalement un fœtus mort, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique et qui peut être traumatisant. Et donc, bon, on s'est rendu compte quand on a été accompagné quasiment juste après par la psychologue. Elle a posé des bonnes questions, on s'est mis au diapason et on s'est rendu compte qu'on n'était pas exactement, on n'est jamais d'ailleurs exactement au diapason. C'est comme en amour, hein, en fait. Je pense pas que deux personnes amoureuses soient exactement au même stade. Bon, bah, sur ce genre d'événement, c'est la même chose. On a l'impression que les choses, bon, bah, on les a vécues, c'est fait, ok. Mais en fait, en posant les bonnes questions, et la psychologue posait les bonnes questions, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes réponses et qu'on n'allait pas traiter ce deuil de la même façon. Et que c'est important effectivement de le traiter le plus tôt possible, de façon à ne pas accumuler, on va dire, enfin, des douleurs en fait. Voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps là-dessus. Hmm.
Merci pour ce partage voilà, qui me touche personnellement. Bah oui, je sais bien. Ouais. Et, Alors, je tiens à dire quand alors, même, hein, et ça, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est que bon, oui. là, donc ça fait c'est le 8e transfert, et pour l'instant, ça se passe bien. 11 semaines, alors on n'est pas sur la T1, etc. On n'est pas sur le premier trimestre, donc bon, la majorité des gens disent on n'en parle pas, etc. Bon, nous, on a parlé de nos échecs, on vit aussi nos réussites, hein, et donc ça se passe plutôt bien, on croise les doigts. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est évidemment un enfant en bonne santé. Et on a le sentiment qu'on va être dans ce schéma-là. Donc il faut persévérer. Chacun a son parcours, je pense. Quand on dit 8 ans, ça semble énorme. Il y a des gens qui disent, ouais, on a attendu 6 mois, on avait l'impression que c'était l'éternité. Bon, nous, on a attendu 8 ans, on a aussi l'impression que c'est l'éternité. D'autres gens ont attendu 12 ans. Enfin, on écoute quelques podcasts ici ou là, on se rend compte que, bon, voilà, chaque parcours est particulier. Mais ce qui est certain, c'est comme pour le loto, hein, si on ne joue pas, on ne gagne pas. Ce qui est certain, c'est que dans ce parcours-là, si on ne persévère pas, bah, on n'y arrive pas. Hmm, ouais. J'ai plein de questions pour toi, mais je vais essayer de garder mon fil rouge. Je vais poser une question à Laure. Donc, quand on parle d'infertilité, sur les chiffres du ministère de la Santé et de la Prévention, on parle de 3,3 millions de personnes qui sont plutôt comptées en unités couple. Donc, on serait plutôt au double, en fait. Donc, 6,6 millions. Et l'infertilité touche autant les hommes que les femmes. Oui. Maintenant, c'est vrai que nous, quand on échange notamment avec des DRH d'entreprise et qu'on porte et qu'on parle de ce sujet de l'infertilité, ils oublient systématiquement les hommes et ils nous disent, mais votre sujet est discriminant, dans le sens où ben, ça va mettre de côté les hommes. Et on rappelle à chaque fois, mais en fait, ça touche autant les hommes et quand bien même c'est vrai que ce sont les femmes qui portent le plus en termes de traitement et encore un homme qui fait une biopsie, c'est aussi lourd, euh, euh, ça touche également les hommes. Et du coup, ma question pour toi, c'est comment est-ce que d'une part, on fait en sorte, alors c'est difficile, mais de réussir à enlever ce tabou en tout cas et à libérer la parole sur ce sujet. Et du coup, comment expliquer à un DRH ce qui se passe dans la tête de son collaborateur qui vit un parcours PMA avec sa compagne, voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait lui expliquer en quelques mots, de manière un peu simple, ce qui se passe, même si chaque parcours est unique et chaque parcours est différent, de manière globale, l'état mental de ce collaborateur. Je pense que le témoignage de Florian était très, très clair et très puissant par rapport à ça. C'est qu'on voit que, alors, d'abord, dans les causes d'infertilité, effectivement, c'est assez réparti, c'est-à-dire c'est moitié-moitié, cause féminine, cause masculine, ou parfois les deux. Donc déjà, en soi, médicalement, ça concerne une bonne partie des hommes. Euh, c'est un parcours de couple, Florian l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que c'est un parcours qui va être sur un projet de couple, qui va impliquer les deux membres du couple, et quand bien même, effectivement, c'est souvent, enfin, la femme vit ses traitements sont les plus lourds pour elle, son compagnon, et c'est bien quand il est là pour elle aussi, pour la soutenir, et lui aussi, il a des examens à faire, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc, c'est vraiment un parcours de couple. Et on ne peut pas considérer que ça ne touche que la femme et que du coup, c'est pas un sujet pour les hommes. Et j'irais même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça dépasse directement le couple, c'est-à-dire que ça va toucher aussi les potentiels grands-parents. C'est-à-dire peut-être dans l'entreprise, il n'y a peut-être pas de jeunes couples concernés, mais il y a peut-être des potentiels grands-parents qui vivent ce que leurs enfants traversent, des amis, des frères, des sœurs. Euh, Fonder une famille, c'est quelque chose qui impacte socialement, qui touche beaucoup de gens. Donc, de toute manière, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et puis, c'est ce que rappelait Florian aussi, ce sont souvent des marathons.
C'est pas un sprint, hein, on fait pas juste 2 examens et c'est plié en 3 mois. Ça n'existe quasiment pas. Et ce à quoi moi j'essaye de préparer les personnes qui rentrent en PMA, c'est cette idée de marathon. Ça veut dire que ça va potentiellement durer, que potentiellement il va y avoir des échecs qu'il faut encaisser, qui sont pas simples. Et donc, il faut être là sur ce travail d'accompagnement dans la durée, avec peut-être des difficultés d'anxiété qui vont se mettre en place ou de dépression, qui va à un moment donné, de toute façon, impacter aussi le travail. Et ce que rappelait Florian, c'est-à-dire que une fécondation in vitro, par exemple, c'est en gros, d'abord, ça veut dire qu'avant, il y a eu tout un tas d'examens médicaux où il faut être disponible. Ensuite, ça va durer à peu près 3 semaines où la femme va subir des piqûres, des contrôles et elles le disent très bien. Quand elles sont accompagnées par leur compagnon, leur mari, ben, c'est beaucoup plus facile à vivre pour elles aussi. Et puis, c'est normal que le papa, le futur papa, soit présent à ces examens. C'est aussi son projet de couple, son projet familial. Donc, ça va durer 3 semaines avec les montagnes russes émotionnelles, vraiment pas facile à vivre. Après, il y a ce que nous dit Florian, le début de process, quand on est passé par des parcours compliqués comme ça, ben, il y a quand même beaucoup plus d'anxiété que dans une grossesse classique. Voilà, tout ça a des répercussions. Donc, ça paraît très compliqué de se dire ça ne concerne pas les hommes. Après, l'explication, elle est que il y a encore un tabou très fort sur l'infertilité en général, mais sur l'infertilité masculine encore plus, ce qui fait qu'on n'a pas d'informations. Il y a très peu de recherches là-dessus, donc on n'a pas de données, donc on ne sait pas quels sont les besoins des hommes et c'est difficile à adresser. Mais il faut continuer à en parler, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à expliquer. C'est fondamental, c'est la base. Oui. Merci. Alors, pour le coup, j'ai une question, mais je vais la poser maintenant. Quelle différence tu vois dans la gestion des émotions entre les hommes et les femmes, par exemple, sur les parcours? Alors, moi, il faut vraiment que je précise, et c'était une réflexion que je me faisais en préparant, c'est que ça fait 20 ans que je travaille sur la question. En général, ce sont des femmes qui me consultent, et même si c'est un parcours de couple, et que je pose toujours la question de comment va votre compagnon, comment il vit ça, etc., comment est la communication, c'est souvent quand même très, très majoritairement les femmes seules ou en couple. Et je me faisais la réflexion que j'ai jamais eu un homme qui est venu voilà, pour lui-même, alors que dans le reste de ma patientèle, pour les autres problématiques, je suis à moitié-moitié. Donc on voit bien là qu'il y a une hyper spécificité par rapport à ça. Et on sait que alors c'est à la fois probablement psychologique et social. Les femmes vont être beaucoup plus dans l'expression des émotions, le partage notamment avec leurs copines, qui peuvent être un très bon soutien, ou parfois ça peut être difficile. Elles vont être beaucoup plus dans la recherche d'aide, la recherche de soutien. Là où les hommes, aussi par éducation, pour plein de raisons, ils ne vont pas avoir ce réflexe-là. Il y a le tabou de l'infertilité, surtout si la cause est masculine, et cette difficulté un petit peu à partager les émotions, le vécu, ce qui est visiblement pas le cas de Florian, mais c'est souvent le cas. Et ils vont être beaucoup plus sur une recherche de réponses, de solutions. Et donc, la proposition d'un chercheur qui travaillait sur la question, il disait, en fait, il faudrait qu'il y ait des thérapeutes hommes spécialisés dans la fertilité, parce qu'ils vont aborder les choses de manière différente qu'une thérapeute femme. Sauf que les thérapeutes, on est majoritairement des femmes, et en plus spécialisés, on est loin du compte. Mais du coup, ça peut vouloir dire simplement, moi, la réflexion que je me suis faite personnellement, ça veut dire que je peux aussi intégrer ça dans ma façon d'aborder les choses, de communiquer et qui va peut-être plus parler aux hommes et les aider à s'identifier, enfin à venir chercher de l'aide, par exemple. Ouais, Donc, bien il y a sûr. une vraie spécificité, oui.
Oui, tout à fait. Et Florian, est-ce que même si on ne fait pas de généralité, dans ce qu'elle a partagé Laure, tu as l'impression qu'il y a des choses qui résonnent et que, euh, en tout cas, le besoin de communiquer va être différent quand on est plutôt un homme ou une femme sur ce parcours. Et est-ce que tu as aussi eu des tabous, en fait? Qu'est-ce Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu partages ça et c'est super et c'est même très rare, je trouve. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment super. Mais c'était quoi le chemin, en fait? Comment, sur ces 8 années, ou est-ce que tu Alors, as toujours été comme ça? pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que dit Laure. Et effectivement, je partage complètement. C'est-à-dire que la femme, et je me rends compte avec Sylvie, est beaucoup dans l'émotionnel et le partage. L'homme, assez typiquement, quels que soient les sujets, effectivement, va être plus rationnel, va attendre enfin, va chercher une solution qui n'est pas forcément la bonne solution, mais une solution. Et pour aller chercher cette solution, il va aller dans sa cave, en fait. C'est vraiment, mais quels que soient les sujets, hein, c'est vrai aussi en amour. Quand on se pose des questions, on va pas voir un thérapeute, on va pas voir les potes, etc. On va dans sa cave. On rumine, on rumine, on rumine. D'ailleurs, on est en général pas très agréable à ce moment-là. On rumine. Et à partir du moment où on a une solution, même si elle n'est pas la bonne, bah, en fait, on revient et là, on retrouve le sourire et on se dit, bon, bah, je vais mettre ça en place. On verra bien, mais en tout cas, tant que j'ai cette solution-là en vue, ça me va. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est la vérité, pas la vérité, on s'en fout. C'est l'idée de se rassurer par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce qui explique, je pense, qu'on ne va pas spontanément vers un thérapeute, qu'on n'en parle pas non plus entre amis. Bon, le sujet évidemment aussi de la fertilité masculine, je pense que dans la société, on a tellement été bercé à Bruce Willis et compagnie qu'en fait, à un moment donné, donc, les femmes, les filles, les femmes, c'est plutôt Disney, les hommes, c'est plutôt Bruce Willis, Harrison Ford et compagnie. Et donc, à un moment donné, dans la virilité, il y a ce côté fertilité, j'imagine, dans l'inconscient. Et donc, a priori, on se dit, bon, bah, je ne vais peut-être pas parler de ça, je ne suis pas sur un terrain, on va dire, favorable. Et on est dans une société de performance, qu'on le veuille ou non. Et donc, j'imagine qu'on associe ça à la performance. Complètement, oui. C'est le tabou central de l'infertilité masculine, confusion qu'il y a entre fertilité et virilité. Ça n'a absolument rien à voir. Ça correspond à rien, mais de tout temps, ça a été cette confusion a existé, puisqu'à un moment donné, là maintenant, on pourrait faire des tests génétiques, etc. On peut montrer si on est le père ou pas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la seule façon de démontrer sa vérité, c'était s'il y avait un enfant qui arrivait dans le couple. Voilà. Et donc, cette confusion, elle est tenace, elle est toujours très présente et elle conduit à, parfois, pour certains hommes, un vécu vraiment dans la honte, la peur de la stigmatisation. Et on entend, je ne sais pas si tu as vécu ça, peut-être pas, Florian, mais parfois des hommes rapporter, témoigner que ils peuvent être en but à des commentaires vraiment pas très sympathiques de la part, par exemple, des collègues. Des plaisanteries assez douteuses. Ah ben tiens, je vais t'apprendre à faire un enfant. Voilà, alors Alors que, effectivement. ouais. Alors bon, moi, enfin bon, je le prends pas. Enfin non, enfin, j'ai vécu ça, hein. J'ai Hmm. vécu ça, mais c'est toujours pareil. Il y a l'intention et le ressenti. Le ressenti est toujours plus fort que l'intention. L'intention, j'imagine, elle n'est pas de faire mal ou autre. Par contre, le ressenti, visiblement, puisqu'il y a des gens effectivement qui s'enfoncent dans la honte, entre guillemets, sur une réflexion, je vais t'expliquer comment on fait, etc. Bon, donc j'ai été sujet à ça. Bon, bah, j'ai plutôt, je ne sais pas si j'ai rigolé ou pas rigolé, mais je ne l'ai pas senti comme étant quelque chose. Puis bon, rapidement, on dit, mais tu as 3 enfants, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives plus? Je dis, bah, Hmm. pose-toi la question. Donc, comme enfin, c'est pas la question, c'est pas le sujet.
euh, enfin, rapidement, on peut arriver au malaise en fait. Et puis finalement, la honte, enfin la honte entre guillemets, si la personne était mal intentionnée, mais encore une fois, je pense pas que ce soit le cas. C'est plus de l'humour effectivement à deux balles en fait. Puis bon, moi je pense qu'on peut plaisanter de tout en fait. Donc bon. euh, Après, voilà, ça dépend des personnes, mais oui, derrière ces réactions pas toujours adaptées, souvent, je pense qu'ils se cachent pour les gens, c'est qu'ils savent pas quoi dire, quoi faire, et qu'ils sont. Je pense qu'il y a un mécanisme de projection, et si c'était à moi que ça arrivait, et ça, je pense que ça fait très très peur aux gens, et que ben, pour masquer ces craintes, etc., ben, ils trouvent les moyens qu'ils peuvent. Euh, mais on voit bien quand même à quel point ça reste tenace, cette confusion, la virilité et fertilité. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut continuer à expliquer, à communiquer, Mm. à libérer la parole. Mm. Et Florian, tu as utilisé le mot performance et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça m'a fait penser à une histoire, une personne qui est dans notre réseau chez Ninty. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un transfert. Le jour du transfert, il faut être là, qu'on soit un homme, une femme. Voilà, il faut les deux quand il y a deux dans le cadre d'un couple hétérosexuel. et il y a un timing, hein. Et il y a un Un timing. timing, c'est-à-dire il faut être Et présent ce jour-là. Et... par contre, dans la loi sur les temps d'absence, donc c'est des temps d'absence illimités pour les femmes et c'est au nombre de 3 pour les hommes. Et il y a cet homme à qui le manager, donc, qui annule une réunion le jour du transfert qui lui a été dite la veille pour le lendemain. C'est aussi ça les transferts, c'est que souvent, c'est pas, voilà, on ne prévoit pas une semaine en avance. Et son manager, très énervé, Un transfert, on peut le programmer en fait. Là, par exemple, Pas toujours. le dernier, on l'a fait nous en Italie. À partir du moment où il y a eu la ponction, il y a un timing. Ils nous ont dit bon, bah, dans 15 jours, il faut que vous soyez là. On a pris l'avion, oui. etc. Il y a quand même un timing possible. Enfin bon, Alors, à Mais, l'hôpital public je français, connais pas tous les c'est cas, pas hein. totalement. et puis c'est pas totalement prévisible parce Ouais. que la réponse de la femme à la stimulation, oui, Oui, en gros, on sait, je disais tout à l'heure, 3 semaines ou 15 jours selon les protocoles. Mais bon, ça peut prendre un peu plus et ça peut décaler d'un jour. C'est pas Oui, tout à forcément fait. grand-chose. Mais s'il y a la réunion de ce jour-là, oui. Et Oui. surtout, en plus, si on a un cycle naturel ou si on est stimulé hormonalement, donc mais le sujet, c'est que ce manager a une réaction qui vraiment euh, est très dure et qui trouve ça pas tolérable, en fait, Mm. d'annuler ce rendez-vous pour, euh, pour ce moment de vie important. Et ça, c'est des moments, c'est des anecdotes qui ne sont pas isolées. C'est-à-dire que en fait, et quelque part, beaucoup de managers nous le disent, ils ne connaissent pas ces parcours. Quand ils ne l'ont pas vécu, c'est pas des sujets, s'ils n'ont pas quelqu'un dans leur entourage qui leur en parle souvent, s'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes, ils sont très loin d'imaginer ce que la personne peut traverser. Du coup, ma question, ben, pour tous les deux d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Ben, qu'est-ce que ce manager, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, en tout cas, comment est-ce que cette personne aurait pu partager avec ce manager pour qu'il ait une réaction différente? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises pour qu'une personne qui vit déjà un moment de vie très difficile, voilà, parce que c'est quand même, c'est un marathon, comme tu disais, Laure, et pour en être arrivé là, c'est déjà beaucoup, en fait, qui est passé, et on n'a pas besoin, c'est-à-dire cette personne n'a pas besoin de ce stress additionnel. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place, en tout cas, pour que ce manager n'ait pas du tout cette réaction, et au contraire ait une autre réaction, et à quoi cette réaction aurait pu ressembler? alors pour Pour moi, le coup, je vous pose la question à tous les ouais, deux. Je pense que alors ça peut être très je vais intéressant répondre d'avoir. rapidement. Selon moi, pour moi, il y a deux choses. La première, bon, c'est évidemment la communication, c'est-à-dire que l'employé comme le manager doivent communiquer. Et on ne peut pas dire à un manager au dernier moment, alors qu'il y a une réunion le lendemain, bah, moi je ne serai pas là parce que j'ai un rendez-vous important ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut arriver une fois, deux fois, enfin une fois peut-être. Enfin, bon, donc la communication me semble, parce que je pense que c'est plus de l'orgueil de la part d'un manager à un moment donné et de la posture, c'est-à-dire à un moment donné, il va se sentir peut-être blessé dans son management,
dans son rapport à l'autre, enfin dans son autorité, qui peut faire qu'à un moment donné, bah, on n'a pas la bonne réaction et que résultat, on se braque. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et l'autre élément qui me semble essentiel, et là, je rebondis sur une réunion Ninti d'il y a 3 semaines environ, il me semble, peut-être même plus, dans ce superbe bureau là que tu avais réussi, enfin, une entreprise que tu avais réussi à convaincre, Fatou, où il y avait la DG, il me semble, de Google Cloud. Il y avait aussi un directeur des ventes et en fait, tous ces gens-là étaient dans des entreprises pour lesquelles, et notamment bah, la DG, c'est elle la patronne, elle était parfaitement sensibilisée et elle communiquait pas mal là-dessus. Donc, de ce fait-là, je pense que quand la tête est bien sensibilisée et que le business tourne, on va dire, qu'on n'est pas en mode stress, les affaires vont mal, tout le monde se tire dans les pattes. Et bon, chez Google Cloud, je pense que c'est le cas. Là, on a vraiment, je trouve, l'image parfaite, puisque bah, visiblement, elle était plutôt encline, y compris par exemple à recruter une femme qui serait enceinte. Alors, je dis ça, ça a l'air, Mm. c'est presque choquant de le dire, mais je le dis parce que c'est la réalité. Je pense que une femme qui se présente enceinte, dans 90% des cas, voire 99% des cas, ne sera pas recrutée. Bon, bah, elle dit, bah, moi, si je ressens un potentiel, voilà, c'est possible. Bon, c'est une très grosse entreprise, etc. Mais voilà, donc la double condition, pour moi, c'est une très bonne communication de part et d'autre, et puis surtout, comment une entreprise qui sensibilise ses managers sur le bien-être globalement dans l'entreprise, et pour atteindre le bien-être, on doit considérer en gros ses collaborateurs. Mm. C'est la communication et la connaissance, comme tu dis, Florent, qui va permettre aussi aux collaborateurs de se sentir à l'aise de partager, de dire, voilà, là, actuellement, je suis en train de traverser un parcours dur et c'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est un parcours où l'aléatoire est quand même très présent. C'est-à-dire, oui, en gros, on sait que ça prend tant de temps et des étapes, mais eh bien, ça peut varier, la stimulation être un peu plus ou moins longue, la maturation des embryons, ça va être 2 jours, 3 jours, 5 jours. Donc, il y a quand même beaucoup d'aléatoires, ce qui fait que même avec la meilleure bonne volonté du monde, le collaborateur ne peut pas tout prévoir. Et peut-être en plus de ce que disait Florian, si du coup on peut rentrer dans cette idée de, ben voilà, là, actuellement, ce collaborateur, il a besoin d'un peu de souplesse, de moins de stress, ça c'est sûr, et que voilà, il va faire au mieux, mais il a aussi des contraintes importantes liées à ce projet. Ben là, ça va être, je pense, vraiment aidant. Parfois, les femmes euh, envisagent et ou se mettent en arrêt de travail, tellement c'est compliqué sinon. Évidemment que c'est un peu plus difficile sûrement pour les hommes et moins justifiable. Mais quand même, voilà, le jour du transfert, le jour de la ponction, c'est normal que le compagnon soit là. C'est un soutien indispensable. Et encore une fois, c'est un projet de couple. Donc, on ne peut pas demander à la femme de le vivre seule, de laisser le futur papa de côté. Non, ils ont besoin de vivre ce parcours ensemble. Alors, je précise, parce que Laure vient de dire quelque chose d'important, en fait, Sylvie est en arrêt, effectivement. Et je vais même dire comment c'est arrivé, ça me paraît symptomatique, et d'où le sujet, et d'où ce qu'on est en train de se raconter. Je ne sais pas s'il y a des DRH à nous écouter, mais comment elle était donc dans une entreprise de conseil, et à partir du moment où elle a parlé effectivement de grossesse, elle était en période d'essai, hein, parce qu'elle avait rebondi sur une nouvelle mission en fait peu de temps avant, en période d'essai, des périodes d'ailleurs qui étaient prévues à 8 mois, enfin une entreprise donc qui joue beaucoup sur les périodes d'essai, qui recrute beaucoup de gens, qui période d'essai et qui à un moment donné élimine des gens, etc. Bon. Donc il y a des pratiques qui sont pas forcément des très bonnes pratiques à mon avis. C'est-à-dire, la sélection se fait par le temps et pas par l'observation et l'analyse des managers.
Donc, bon, c'est pas, ça me paraît pas très sain. Et la conclusion de ça, bah, c'est que effectivement, son manager, à partir du moment où il a eu connaissance de ça, bah, tout d'un coup, il y a eu des alertes et finalement la période d'essai qui s'est stoppée. Voilà, donc on est dans ce monde-là. Alors, je dis pas qu'il y a que des entreprises comme ça, mais je pense que les entreprises raisonnent trop euh, euh, enfin, quand on met en place une politique RH, notamment par rapport aux absences, par rapport à toutes ces questions de comment en fait l'entreprise elle est là pour générer du chiffre d'affaires profitable. Voilà. Pour ce faire, on a besoin de salariés, des salariés motivés. Voilà. Donc le RH là-dedans, il se dit bon ben comment je fais pour avoir mes salariés motivés? Bon, je pense qu'il faut aller du côté de l'écoute. Et quand on met en place une politique, c'est ce que j'ai compris moi à travers Google Cloud, notamment quand la DG, elle dit, bah, globalement, nous, dans notre monde, il y a des règles, mais nous, on va au-delà des règles. Et surtout, si à un moment donné, on n'est pas dans la règle, le manager a le droit de faire preuve de discernement, d'initiative, et de se dire, bon, bah, là, je prends un cas au hasard et absolu, mais mon salarié en face de moi a un besoin, par exemple, d'une journée par rapport à un point qui est important, qui semble très impliquant dans sa vie. Moi, je veux qu'il reste heureux et épanoui et motivé surtout, hein. Encore une fois, c'est le chiffre d'affaires profitable qui doit motiver l'ensemble des gens dans l'entreprise. Et donc, pour ce faire, elle va dire, d'après ce que j'ai compris hein, de l'exemple qu'elle donnait, bon, ben, moi, je lui donne sa journée, et puis au niveau assurance et compagnie, on gère l'histoire. Mais voilà. Et elle disait, plutôt que de partir du principe que 99% des gens sont des tricheurs globalement quand on parle d'absence et autres, finalement, il y a peut-être que 1% de gens qui vont abuser. Et donc, on va mettre une politique et une stratégie RH qui sera bah, plutôt favorable aux collaborateurs. Après, voilà, on surveille, on vérifie. La confiance n'empêche pas la vérification. Et donc, je pense qu'elle n'est pas plus naïve que d'autres RH ou d'autres entreprises. Mais le fait de penser comme ça, déjà, se dire, globalement, je veux des gens motivés, et pour ce faire, je pense qu'il faut aller à l'écoute, c'est de l'évidence. Hein, je veux dire, celui qui dit, bah non, j'écoute pas mes collaborateurs, je vais diriger en chef d'armée et je vais mettre la pression et c'est comme ça que je vais atteindre mes résultats. Bon, je pense que ça, c'est fini. On peut plus penser comme ça. Oui, non, non, c'est très très juste et c'est vrai que la question des arrêts est une question qui revient souvent. Chez Ninty, on nous contacte souvent pour nous demander justement, j'aimerais faire un arrêt, voilà, quels sont mes droits, est-ce que c'est possible? Et je pense qu'il y a une vraie réflexion que dont les entreprises doivent se saisir sur le fait déjà de rappeler ce qui existe, rappeler le cadre légal qui a des temps d'absence sur les sujets de PMA. Heu, Hier, on avait un talk sur le deuil périnatal, donc il y a aussi des choses qui ont été mises en place dans un cadre légal spécifique et ensuite rappeler ce que l'entreprise propose en plus et surtout le communiquer auprès des managers parce que ce qu'on réalise aussi, c'est qu'il y a beaucoup de managers qui sont pas au courant de ce qui existe, qui sont souvent même pas au courant de la loi, en fait, qui Hmm. sont pas au courant qu'il y a des temps d'absence. On a même des personnes en parcours PMA qui ne sont pas au courant qu'elles n'ont pas à poser des jours pour aller faire leur rendez-vous à l'hôpital ou des RTT. Et qu'il y a un cadre légal qui a été pensé pour ça et qu'il y a des temps d'absence. Donc je pense qu'on revient toujours à ce sujet de la communication qui est vraiment, Alors, vraiment clé. par rapport au terme que tu utilises, Fatou, au tout début, tu parlais d'éducation des RH. Mm. Moi, je parlerais plus de sensibilisation, mais pour Oui, simplement introduire un sujet et pour ensuite emmener vers quelque chose de plus global. Parce que finalement, je ne pense pas que dans l'entreprise, moi je suis entrepreneur, si à un moment donné, le sujet de l'entreprise, ça devient les personnes, un peu comme dans les téléréalités où on voit des agents immobiliers ultra riches avec des collaboratrices super canons, et parce que ça passe à la télé, notamment sur Netflix, et que ça apporte effectivement hein, du volume d'affaires, de la notoriété, enfin plein de choses pour l'entreprise. L'entreprise a certainement intérêt à jouer ce jeu-là. Mais quand on voit un peu ces émissions-là, on voit que les trois quarts du sujet dans l'entreprise, c'est machine qui a dit ça sur machin, etc.
Et je comprends dans le cadre d'une entreprise qui va à la télé sur Netflix, parce qu'effectivement, ça apporte clairement du volume d'affaires additionnel. Donc, on est bien dans le chiffre d'affaires profitable, etc. Est-ce qu'après, on est dans le bien-être comment dire, des collaborateurs et compagnie? J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, force est de constater que ces gens-là, ils sont multimillionnaires. Donc, ça a l'air de marcher au niveau business. Mais une entreprise normale, entre guillemets, qui fait son business et qui n'a pas comment dire, des velléités de vouloir créer le buzz sur des sujets machine qui comment fait un croche-en-jambe, bah, machin. Bon, je ne crois pas que ce soit le sujet en fait, et je ne crois pas que les RH, quand les RH disent, je suis pas sûr que ce soit un sujet, ou je sais plus comment c'est formulé, mais je crois que ce qu'ils veulent dire, c'est que globalement, c'est pas notre affaire en fait. Un peu comme on a besoin de gens formés. Mm. Est-ce que pour autant, c'est le rôle de l'entreprise que d'éduquer les gens, de les instruire? Ben non, ça c'est l'école, c'est les diplômes, etc. Nous, on est là pour effectivement les former sur le métier, etc. On veut des connaissances et une formation de base, on va développer leurs compétences. Et on a besoin de ça pour les emmener à la performance. On en revient toujours à la performance, le chiffre d'affaires profitable. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir enfin, ce que c'est que la formation, non, dans l'absolu non. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Ben, il faut pas se tromper, quoi. Si on parle pas du bon sujet, qui est la motivation, enfin la performance de l'entreprise, et donc d'avoir des collaborateurs motivés, hein, si on n'est pas d'accord sur ce postulat, on n'engage pas une discussion avec l'entreprise. Si en revanche on est d'accord avec ça, c'est là qu'on peut se dire bah, quelle solution on peut trouver. Et si l'entreprise dit bah, moi j'ai tout verrouillé, je n'applique que la sécurité sociale et les droits et compagnie, on va comprendre assez rapidement qu'en fait bah, les collaborateurs vont tricher, vont mentir, vont faire croire qu'ils sont au travail et finalement ils vont être en rendez-vous. Ça arrive 1000 fois. Enfin, je veux dire, combien de fois j'ai entendu des gens me dire oui, bon, bah, moi j'avais un rendez-vous PMA, clairement il y en a tellement que mon entreprise n'est pas du tout ouverte. Globalement, je dis que je suis au travail et en fait, pendant 1 heure, je vais être avec ma compagne chez le médecin. Donc voilà, soit on se voile la face, soit effectivement on prend les choses de face, et je pense que c'est comme ça que c'est ça un vrai comportement de manager, et on intègre effectivement cette idée-là, mais tout en ayant évidemment en tête que on est dans une entreprise et qu'on cherche la performance. Voilà. Donc, effectivement, la réunion lambda qui avait lieu exceptionnellement, le collaborateur n'y va pas. Je ne pense pas qu'il faille en faire tout un cirque. Je ne pense pas que l'entreprise va s'effondrer ou même que l'équipe va se déstabiliser à cause de ça. Au contraire, d'ailleurs, je pense que le manager peut perdre sa crédibilité et perdre l'adhésion du reste de l'équipe parce qu'à un moment Mais c'est donné, surtout que ce manager a fini par démissionner. Donc, en fait, ce que nous, bon, on réalise aussi sur ces sujets, c'est voilà, que, in fine, quand on n'investit pas sur le bien-être au global et ces sujets de santé, et pour le coup, ça va de la PMA au deuil périnatal, au postpartum, donc c'est quand même assez large qui touche à des sujets intimes, c'est qu'in fine, on perd l'adhésion, en fait, et que c'est un coût, c'est un réel coût pour les entreprises parce que quelqu'un qui démissionne, après, il faut recruter une nouvelle bien personne, sûr. il faut la former. Quand cette personne est souvent senior ou un cadre dirigeant, elle part avec un héritage, voilà, une histoire qui est très difficile à transmettre et que plus les entreprises vont investir et soutenir ces moments de vie vulnérables, plus elles vont réussir aussi à créer une forme d'engagement plus importante chez les collaborateurs et les collaboratrices Et là, on respectives. parle d'un collaborateur démotivé, mais si c'est un manager, il va parler à une équipe, il va montrer un comportement aussi qui ne sera pas le bon à toute une équipe, et c'est toute une équipe qui va être Donc là, tout ce que tu viens de dire sur un collaborateur, les coûts, etc., pour l'entreprise, la performance qui baisse, ça a un impact encore plus important. D'où, je pense, le deuxième point que je disais tout à l'heure, qu'à la tête de l'entreprise, on soit sensible au fait que l'épanouissement et donc l'écoute et donc la compréhension et donc l'intégration comment dire, de solutions, on va dire, pour faciliter la communication. oui. Laure, tu voulais partager quelque Oui, chose? rajouter à tout ce qui est, bien sûr, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, et rajouter une deuxième piste de réflexion, deuxième élément, c'est qu'en fait, la fertilité, l'infertilité, c'est un marqueur de santé aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on sait très bien que les facteurs environnementaux
commence à prendre une importance majeure et c'est pour ça que le taux d'infertilité grimpe en flèche. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on parlait d'à peu près 10-15% de la population touchée. Là, on commence à dire 15 à 20%. On voit que dans plein d'endroits, la qualité du sperme, par exemple, elle dégringole d'une manière drastique. Et ça, c'est parce que c'est aussi très facile à mesurer, mais du coup, la fertilité féminine aussi. Et ça, à cause des facteurs environnementaux. Donc, le stress, la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, finalement, s'occuper de cette problématique-là, c'est quand même de toute manière s'occuper de la santé globale des personnes. Et comme tu le rappelais, Florian, in fine, d'aller dans le sens de la performance de l'entreprise. On ne voit pas bien comment une entreprise va fonctionner correctement avec des personnes en mauvaise santé. Donc, c'est aussi un autre moyen un autre scope, un autre regard à porter euh, qui va éclairer euh, dans le sens vraiment de la santé globale, quoi. Oui, et les entreprises sont de plus en plus notées comme un restaurant, comme n'importe quoi. Il y a plein de sites qui disent le bien-être. Alors, on peut se payer le label, comme pas mal d'entreprises font, mais quand on se paye le label aujourd'hui, je pense que on sait qu'une entreprise qui va chercher un label, c'est une entreprise qui veut comment dire, se racheter quelque part. Mais le bouche à oreille, ça reste quand même le meilleur des labels. Et je pense qu'une entreprise qui a mis en place, enfin, vous voyez, moi, spontanément, je parle de Google, Google Cloud. Je veux dire, c'est un multimilliardaire américain. J'ai aucunement envie de faire la publicité particulièrement de Google Cloud, franchement. Et pour autant, cette réunion et cette DG qui expliquait et qui avait l'air sincère et qui, d'ailleurs, j'en doute pas, parce que Fatou, tu connais tes interlocuteurs, donc je sais que c'est pas simplement des gens de passage. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pas de doute sur le fait que ce point précis chez Google Cloud est une réalité. Et ben, ça fait qu'on en parle et ça fait que l'entreprise grandit de ça et que je pense, bah, en termes de performance, évidemment qu'elle y gagne. Et Et ça donc, montre que c'est possible. Et c'est oui, ça qui est Et bien sûr que c'est vraiment alors important. que c'est possible. Alors en revanche, en sortant de cette réunion, tout le monde a bien dit, là, on a affaire quand même à deux entreprises qui sont multimillionnaires. Le business, enfin, je veux dire, il y a des perspectives, que ce soit le cloud ou l'autre, c'était, je ne sais plus quel domaine, mais c'était comment, la banque, les données bancaires. Enfin, bon, je ne sais plus exactement, mais bon, le chiffre est à plus 20. Il faut plutôt accompagner, on va dire, la croissance et que d'aller la chercher. Bon, et puis ils sont pas 3 employés non plus. Bah, moi j'imagine en tant qu'entrepreneur, il suffit qu'il y ait un collaborateur qui voilà. Donc le premier réflexe, c'est de se dire: «Merde, encore une fois, enfin, il va se barrer et moi comment je vais faire?» Bon, effectivement, quand on a posé la question à cette DG, elle se dit pas, «Tiens, j'ai une collaboratrice ou un collaborateur qui s'absente, comment je vais faire?» Elle en a même 2, 3, enceintes, pas enceintes, quelque part. C'est transparent, dans son business. Bon, donc évidemment que les situations sont différentes selon les entreprises, mais je pense quand même, malgré tout que, cette posture et cette idée que, 99 des collaborateurs sont plutôt, en général motivés, et de bonne foi. D'ailleurs, s'ils ne le sont pas, et c'est bien en amont qu'il faut les éliminer en fait, les mauvais employés. Il ne faut pas mettre une politique en place pour, repérer ou pour, démotiver, j'ai envie de dire, l'ensemble des collaborateurs. mhm. Merci. Je vois que le temps file. J'ai pas vu le temps passer. Et alors, j'ai une dernière question pour revenir à notre sujet sur la fertilité masculine, donc, et remettre aussi les histoires des personnes. Qu'est-ce que vous donneriez ou diriez en conseil à un homme justement qui est actuellement sur un parcours PMA ou en tout cas qui entre dans ce chemin, qui se pose beaucoup de questions sur aussi le fait que voilà, comment accompagner sa compagne, éventuellement comment le dire à ses collaborateurs, comment justifier toutes ces absences qui peuvent aussi générer du stress si par exemple on est dans une situation de voilà, de promotion en interne. Voilà, quels sont vos conseils pour justement accompagner ces hommes aussi qui sont sur ces parcours? Laure? Bah moi, je vais vraiment
bien sûr prêcher pour ma paroisse, de se faire accompagner parce que notamment quand je travaille sur la communication, c'est un des gros thèmes hein, quand j'accompagne quelqu'un en PMA sur la communication, on voit qu'il y a des représentations. Oui, mais si j'en parle, je vais devoir en parler à tout le monde et j'ai pas toujours envie, et ce qui est normal parce que c'est très intime aussi. Et on va tout le temps poser des questions. Alors, et du coup, il y a tout un tas de projections qui se mettent en place, alors qu'en fait, le truc, c'est de travailler l'idée que la communication appartient au couple. C'est-à-dire qu'ils vont en parler à qui ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Mais ça se travaille. Et ça va être vrai aussi pour les hommes, c'est leur montrer, les accompagner dans s'approprier cette communication particulière, de vaincre les résistances. Je ne vais pas être soutenue, je vais être stigmatisée, ce qui est malheureusement encore un peu vrai, hein, mais pas tant que ça, et Florian nous le montre. Euh, Tout ça, c'est très important parce que sinon, on voit au bout d'un moment des cercles vicieux qui s'installent, la qualité de vie du couple qui potentiellement dégringole, y compris la relation de couple qui est vraiment affectée. Et moi, je préfère que les couples me contactent très tôt et leur dire, bon, ben, j'ai l'impression que tout va bien, revenez si besoin, mais ça va, que les récupérer 3, 4, 5 ans après avec beaucoup de dégâts. Donc vraiment, c'est cette idée-là de ne pas attendre d'être vraiment très mal pour en parler. Et si c'est difficile, et ce qui est vrai, ben, nous, les thérapeutes, on est là pour accompagner sur ces questions-là. Alors, de mon côté, moi, je répondrais, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, c'est le cœur du sujet, notamment par rapport à l'entreprise. Finalement, on a peur de quoi? Alors, j'en reviens à la communication, en fait, hein. Il faut communiquer. Et avant l'expérience de Sylvie, donc il s'est fait virer parce qu'elle a communiqué, j'aurais pas dit ça. D'ailleurs, je lui disais, mais enfin, tu es en période d'essai, tu arrives dans une boîte et tu parles PMA, tu parles grossesse et compagnie. Non, enfin non. Et en fait, si. Parce qu'elle a été virée, mais en réalité, quand on a regardé plus globalement cette entreprise-là, il y avait plein d'autres choses qui n'étaient pas correctes en termes de management, en termes d'horaire, en termes d'implication. Je rentre pas dans les détails, mais donc voilà, le tableau en général, il est assez complet. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est quel est le pire par rapport à cette situation? Bah, tu es en train de le vivre, c'est-à-dire tu es en période d'essai et tu vas être viré. Eh ben, ok, si ça c'est le pire, finalement, par rapport à cette boîte-là, c'est pas le pire. Et puis, on a effectivement notre projet, on galère, et peut-être le stress et compagnie, à l'époque, on se disait, bon, bah, le stress, ça peut être aussi dans l'histoire. Donc depuis, bon, bah, on a réussi, enfin, on a réussi. Je croise les doigts, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Il s'est accroché, le cœur bat, etc. Donc, on est en train, on espère, après 8 ans, d'aboutir. Et peut-être qu'il a fallu ça. Et après, c'est ça la vie quand même, l'essentiel de la vie. Donc, il faut se poser la question de savoir quel est le pire. Si le pire, c'est de communiquer avec son manager pour lui dire, voilà, bon, avec ma compagne, on est en cours, on est en parcours PMA. Et moi, je dis, le conseil que je donne à tous les hommes, c'est bien sûr que ça vous concerne autant que votre compagne, que c'est essentiel la présence. Enfin, ça me paraît évident, hein. Je veux dire, avant, ça me paraissait pas évident, hein, non plus. Mais là, pour avoir traversé ce parcours, franchement, c'est une évidence. Enfin, c'est bien le sujet des hommes et des femmes et des hommes. On ne doit même pas faire de différence dans une entreprise entre un homme et une femme par rapport à une problématique de santé, parce qu'encore une fois, c'est la performance, et que si on est d'accord sur le postulat que enfin, tout le monde est nécessaire, les hommes comme les femmes, dans l'entreprise pour apporter la performance, bah, tout le monde doit être épanoui et tout le monde doit être impliqué. Et donc, pour ne pas perdre l'ensemble des collaborateurs, il faut être capable d'entendre et surtout d'écouter. Et donc, pour aussi les collaborateurs, il faut être capable de communiquer. Et puis, si l'entreprise ou le manager qui est en face de vous n'a pas compris, il est mal dans sa vie lui-même ou je ne sais quoi, comme tu l'as dit Fatou, bien souvent, il va se barrer, ce mec-là, ou cette nana. Et donc, moi, je pense qu'on a toujours intérêt, effectivement, à communiquer, à assumer une situation, en fait, hein. On en vient, j'assume, et donc j'avance. Si j'assume pas, bah, finalement, je n'ai pas le bon comportement, donc les autres sont mal à l'aise, etc. C'est ce que Moi, c'est j'appelle, moi, les stress surnuméraires, c'est-à-dire que c'est déjà des parcours très stressants en soi. Et du coup, on essaye de déblayer tout ce qui est
stress inutile, qu'on peut s'éviter en fait, stress évitable. Ouais, tout à fait. Oui, alors, et ça me paraît, entre guillemets, simple, dans l'idée en tout cas, après, il faut le faire, là, il faut sortir de sa zone de confort certainement, mais n'importe quelle différence, dans la société, on parle toujours de différence, parce que finalement, parcours PMA, ah ben tiens, je suis différent, infertilité, ah ben tiens, je suis différent. Donc, toutes ces différences, à partir du moment où on l'assume, on le voit hein, sur des success stories, par exemple, il va y avoir les Paralympiques là bientôt, bon ben, tous ces hommes et ces femmes, à un moment donné, ont inversé la tendance, ils ont commencé à assumer, ils se sont mis dans un projet, ils ont trouvé la solution technique et aujourd'hui, bah, on met en avant et des gens se mettent en avant avec leurs différences et en fait, on n'a plus du tout envie ni de plaisanter, on n'a pas envie de les ignorer, au contraire, on les admire, mais c'est formidable. Enfin, je veux dire, c'est formidable. Et donc, on voit bien que le comportement de, 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 de la personne, entre guillemets, qui a la différence, va générer finalement le positif de la situation et peut-être malheureusement la disparition des thérapeutes alors. On aimerait bien vraiment. Je crois pas que ce Bon, c'est soit. pas gagné, si Non, j'imagine. c'est pas gagné. Mais moi, j'ai l'habitude de dire maintenant, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la question, que finalement, l'infertilité, c'est un événement de vie stressant. Et ça peut être aussi une formidable opportunité pour travailler sur ces fragilités, parce qu'on en a tous. Et donc, c'est inhérent à l'espèce, à l'humanité. Et finalement, cette opportunité, elle nous permet d'aborder la parentalité, l'accueil de l'enfant aussi avec des nouvelles, peut-être avec des nouvelles compétences. Peut-être que l'infertilité va montrer que j'ai du mal à communiquer un petit peu avec mon conjoint ou que j'ai du mal à gérer mes émotions. Et là, je peux en profiter pour travailler sur ces questions-là et offrir un environnement encore mieux à mon enfant. Donc, c'est pas qu'on va souhaiter aux gens de passer par ces parcours, hein, mais si ça arrive, si ce événement se présente, on peut le saisir, on peut le vivre comme une opportunité aussi. Merci. 100% d'accord avec Merci. ça. Ouais, c'est une très très belle conclusion.